Mon cher Yoann, tout d'abord, je veux te féliciter et te dire que tu es très élégant dans ton superbe chandail noir. Pour ceux qui nous regardent en vidéo, on ne s'est même pas appelé, là. Ouais. Mais Yoann et moi, on est habillés pareil. Et c'est pas pour des funérailles, Non, non. parce que c'est jour de fête aujourd'hui. Jour de fête. Je sais pas si tu le sais, mais je vais commencer en parlant de quelque chose de peu plus personnel, si tu me permets. Parce que je suis extrêmement fier aujourd'hui de ma petite sœur, OK, oui. Leïla Baudouin, boxeuse de renom. Et on a appris cette semaine qu'elle allait être en vedette, ce qui est à mes yeux le plus gros combat de l'histoire de la boxe féminine au Québec. T'as vu ça passer? Ouais, j'ai vu ça passer, puis ouais, je suis très impressionné, honnêtement. Leïla, protégée d'Eye of the Tiger, va se battre en combat de championnat contre Alicia Baumgartner aux États-Unis. Ouais. Ça va se passer le 14 novembre. Plusieurs choses là-dedans qui sont épiques. Combat de championnat déjà en partant à la boxe, c'est gros. Championnat unifié, 3 ceintures en jeu. IBF, WBO, WBA. Il y a juste Marie-Ève Dicker dans l'histoire de la boxe québécoise qui a été en championnat unifié avec 3 ceintures en jeu. Donc, Leïla va égaler un de ces records-là. La 4e aurait été en jeu, mais la WBC ne veut pas prendre part à ce combat-là. Tu sais pourquoi? Non. Avec Leïla contre Alicia, ça sera 12 rounds de 3 minutes. La même chose que chez les hommes. Wow, Alors 12 rounds, hein? 12 rounds. Ça, chez les femmes, c'est pas toujours comme ça, là. Non, des fois, c'est 10 rounds. Ouais, c'est même souvent pour les championnats. La plupart du temps, c'est 10 rounds. Et c'est des rounds de 2 minutes également. Ouais. Oui. Et là, on va faire 12 rounds, 3 minutes, qui est une énorme différence. Wow. Et la WBC n'est pas en accord avec ça. Donc, la championne Baumgartner a délaissé cette ceinture-là parce qu'elle a dit c'est le temps qu'il y ait de l'égalité entre les hommes et les femmes. Et Leïla accepte ce challenge-là également. Ça, c'est du jamais vu pour une boxeuse québécoise. Et dernière chose, et non la moindre, sur Netflix, en sous-carte de Jake Paul contre Gervonta Davis. Est-ce que c'est en co-main event? Demi-finale. Demi-finale. Elle était à la conférence de presse de Miami il y a 2 jours. Oui, j'ai vu ça. Premier face-à-face avec Alicia Baumgartner. Ils sont vraiment en vedette. Là, et on met le paquet sur ce combat-là. Et il y aura des millions de personnes. Donc, une visibilité jamais vue pour une boxeuse du Québec. Honnêtement, là, on capote. La famille Baudouin, présentement, on est extrêmement fiers d'elle. Il y a de quoi être fier, certainement. On va aller voir ça à Miami. On espère que le Québec va être derrière Leïla pour ce combat-là le 14 novembre à Miami. C'était notre petit aparté. Parlons d'arts martiaux mix maintenant. Bienvenue au SOS Podcast, tout le monde. SOS! Attention, ça va frapper. Spectaculaire, flamboyant. Des athlètes de haut niveau. Des champions des arts martiaux. Préparez-vous, le combat commence. Dans l'octogone, Ben Baudouin. Eh oui, bienvenue à tous. 30e épisode de notre nouveau podcast d'Arts martiaux mix. Yoann, merci encore une fois d'être là avec nous. Leïla, si tu es à l'écoute, on te salue. Et bien sûr, évidemment, là, c'est un grand moment pour tout le monde. Pour les sports de combat québécois en général, vraiment, là, ce combat entre Leïla et Alicia Baumgartner, la grande championne unifiée américaine. Au menu aujourd'hui, lors de cet épisode, bien sûr, on va mettre la table pour le prochain gala de l'UFC. On reprend le collier du côté de Perth, en Australie, cette fin de semaine. Carlos Ulberg contre Dominique Reyes. On va mettre la table, analyser tout ça. On a des commentaires également des 2 combattants principaux. Comme d'habitude, à la fin de l'émission, on fait le tour de l'actualité et des rumeurs dans le monde des arts martiaux mixtes. Mais tout d'abord, on a un invité. On va commencer l'émission avec un invité de marque et on l'accueille à l'instant. Younes Chatti, qui est le promoteur d'une organisation de kickboxing québécoise. Il y aura un gros gala dans quelques jours du côté du Théâtre Saint-Denis. Fight Time Championship 10, le 3 octobre au Théâtre Saint-Denis. Younes, en direct de l'université, je pense. Merci, bienvenue au podcast. Exact, merci beaucoup, merci de m'avoir invité. Et oui, effectivement, je vous parle en direct de l'université de HEC Montréal. HEC Montréal, parce que, bon, on comprend que tu es un étudiant, en plus d'être un promoteur de kickboxing. Bon, Younes, tout d'abord. Parle-moi de ton organisation, Fight Time Championship. À quel moment ça a vu le jour? On en est où présentement? Le 10e gala présentement. Là, donc, j'imagine que une belle progression depuis que ça a vu le jour, cette organisation-là. Oui, alors effectivement, Ben, Fight Time Championship est mon organisation de kickboxing amateur que j'ai fondée il y a environ 3 ans à Laval, dans un petit gym sur le Corbusier.
Et ça a été le porteur de mon rêve qui est de devenir le plus grand promoteur de tous les temps. Et de fil en aiguille, en suivant les étapes, les marches petit à petit, le 3 octobre, on est rendu au Théâtre Saint-Denis où on va faire la 10e édition du FTC. Donc, tu es un gars ambitieux, je pense. Là. Ouais, le plus grand de tous les temps, c'est ça? Exactement. Ouais, puis Younes, moi j'ai eu la chance de pouvoir participer à ton dernier événement. En tant que coach, j'avais un de mes élèves qui participait sur la carte. Puis c'était vraiment un très beau spectacle. Là. Fait que félicitations, je sais que tu vois grand puis tu fais les choses en grand. Qu'est-ce qui différencie FTC des autres organisations de kickboxing puis de Muay Thai qu'on a ici au Québec, là? Alors, tout d'abord, merci à toi, Johan, d'avoir fait partie du gala. C'était ta première fois, j'espère la première de plusieurs, que tu seras parmi nous. Et puis, ce qui nous différencie FTC, je dirais que c'est la modernisation de la promotion du kickboxing. Moi-même, ayant toujours été fan du K1, pour être plus précis, de cette version du kickboxing, j'ai souvent remarqué que la manière de la promouvoir était assez spécifique, peut-être dépassée quelque part. Et donc, moi, j'ai décidé d'approcher cela avec une approche qui est nouvelle et qui rend justice au kickboxing selon nos temps d'aujourd'hui, le rendra plus accessible aux jeunes, pardon. Et donc, c'est cette approche que je suis allé chercher à travers, on peut le voir à travers les réseaux sociaux, le storytelling, la mise en avant de nos combattants québécois. Plusieurs gens ne le savent pas, mais on a un potentiel au Québec immense en kickboxing, immense. On a toujours été un peuple de sport de combat. On a eu des champions dans plusieurs disciplines différentes, même en kickboxing avec Jean-Yves Thériault, Jonathan Dibella qui se bat en ce moment et qui est champion du monde. Et mon but est de montrer ça au grand public et d'aider nos combattants à atteindre le plus haut niveau. C'est quoi la différence, pour ceux qui connaissent ça un petit peu moins, là, la différence entre le K1 et les autres versions de kickboxing? Pourquoi celle-là en particulier? En fait, le K1 est la version la plus tendance et la plus moderne du kickboxing. Avant, il y avait certaines versions du kickboxing comme le traditionnel, le low kick qui se faisait avec des protèges tibia, un certain nombre de coups de pied sous la ceinture, etc. Bref, des règles qui non seulement n'étaient peut-être pas les plus spectaculaires pour le public d'aujourd'hui, qui est maintenant habitué à des sports de combat assez haute intensité, et aussi qui parfois négligent certains combattants qui viennent de certains sports en particulier comme la boxe anglaise, qui veulent transitionner sur le kickboxing. Le K1 est les arts martiaux mixtes du combat debout. On a des combattants qui viennent de la boxe, du taekwondo, des champions de karaté, de la boxe thaïlandaise, du kickboxing, qui se rassemblent sous les règles de K1. C'est ce qui rend ça vraiment impressionnant. Puis c'est vraiment bien Puis je trouve que tu le décris vraiment bien. Good job, Younes. Félicitations, parce que c'est vrai qu'on a eu des organisations de kickboxing où est-ce qu'il y avait des règlements. Puis moi-même, en tant que coach, j'ai dû participer à ça, où est-ce qu'à chaque round, on devait donner un minimum de 3 kicks à la jambe. À chaque 2 rounds. Puis, ça devient difficile à suivre. Ça devient super difficile à suivre. Déjà qu'il faut se concentrer en tant que combattant pour livrer la performance. Est-ce que j'ai donné assez de coups de pied dans ce round-là? Donc, puis c'est rendu un sport de spectacle. Donc, ce qu'on veut voir, c'est tous les styles mélangés ensemble, un peu comme tu l'as mentionné. Un combattant de karaté contre un pur boxeur qui va un petit peu envoyer des kicks. Donc, c'est ce qui rend ça intéressant. Fait que je suis content, puis je suis conscient que c'est très difficile à pousser le kickboxing amateur ici au Québec. Donc, c'est tout en ton honneur de travailler dans cette voie-là. Là. Alors, c'est ça, je dirais que c'est difficile, mais il y a aussi une facilité derrière et c'est les combattants qui me la donnent à travers leur talent, leur personnalité. Moi, tout ce que je fais, c'est la mettre de l'avant, d'expliquer, de simplifier aux gens ce qu'est le kickboxing, le K1, la version que l'on fait aujourd'hui. Et justement, le fait qu'il y a une variété de styles nous permet justement de susciter la passion des fans. Parce que maintenant, nous, ce qu'on aime, c'est, en tant que fan, se dire qui gagnerait contre qui et faire nos propres analyses. Par contre, si tout le monde se bat sous un même style, alors c'est beaucoup plus redondant. Donc, ça laisse peu d'options en termes d'analyse, en termes de discussion. Et donc, je pense que le K1 nous permet justement d'aller susciter une passion plus générale pour tout le monde. OK, ben tu parles de tes athlètes et tu dis qu'ils te rendent la tâche facile. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? Qui sont les athlètes qui seront en tête d'affiche du FTC 10 le 3 octobre?
Alors, pour le combat principal, le main event, on a Mehana Yahyatin, qui est de Montréal, du Apex Gym au centre-ville, qui est le combattant numéro 1 pound for pound au Canada. C'est le meilleur kickboxer à son poids, en 147 livres. Il n'a que des victoires par finition dans les premiers rounds. Il ne va jamais à la décision, toujours des head kicks. C'est quelqu'un de très précis, de très Un dangereux. gars spectaculaire. Là. Euh, Très, très spectaculaire. Très spectaculaire. Et il affronte l'Américain Alec Wright qui vient du Maximus Gym de Chicago, qui lui avait fait le knockout de l'année chez nous en 2025. Et donc, ça va être un combat à très haut niveau entre un Canadien et un Américain pour notre main event. Ensuite, pour le main event, on va avoir Brian Yongo, qui est un petit prodige qu'on a ici à Montréal au Track Fit. Celui-ci n'a que 6 combats, ce qui est très spécial parce que normalement en classe 1, on a des combattants beaucoup plus expérimentés. Mais Brian a réussi à vaincre des combattants qui étaient des champions de Tunisie de kickboxing avec plus de 25 combats, etc. C'est un prodige. Et il va affronter Samuel Bunch, le Montréalais qui avait fait sensation en faisant un chaos spectaculaire au Madison Square Garden cette année. Intéressant. Donc ça, quoi. c'est pour le main event. Ah, tu nous les vends Ouais. bien en plus. Honnêtement, ça donne le goût d'aller découvrir ces combattants-là. Younes, si tu me permets, on va parler de toi un petit peu aussi Oui. parce que c'est quand même assez spectaculaire ton parcours. Et on l'a senti, tu t'en caches pas, tu es un gars très ambitieux. Tu as seulement 25 ans. Euh, pourquoi tu as décidé de te lancer dans l'aventure de la promotion de kickboxing? J'imagine que tu as une passion pour ce sport-là en particulier également et pour les affaires aussi. Hein? Oui, alors moi, il faut savoir que effectivement, j'étais un passionné de sport de combat depuis quand même assez jeune. Et en fait, moi, mon intérêt, malgré que j'aimais pratiquer le sport, a toujours été plus fort que moi à travers le business du sport de combat et particulièrement la promotion. J'ai toujours été plus attentif à ce que, par exemple, Dana White, qui est un de mes exemples, faisait, disait, plus que n'importe qui d'autre. Et donc cet intérêt a commencé à monter en moi. Et en fait, je rêvais simplement de remplir des grands stades, de faire la plus grande promotion qu'on ait fait. Et j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains, de prendre la vie que je voulais en essayant de le faire. Et puis voilà, donc j'ai commencé à faire ça. Et pour le kickboxing, encore une fois, je pense que c'est vraiment un sport qui a été sous-exploité et sous-coté ici. Et je pense qu'avec certaines méthodes que j'utilise, je peux le ramener au sommet des sports de combat. Johan, est-ce que tu es coach, là, toi, dans un gym, tu as des jeunes, tu en as envoyé chez Younes? Est-ce que tu sens que. Tu sais, on voit beaucoup les arts martiaux mixtes, bien sûr. Ouais. Là, ça a été mis de l'avant. La boxe, on sait que c'est culturellement chez nous au Québec. Mais est-ce que tu sens un appétit des jeunes, peut-être pour d'autres disciplines, kickboxing, jiu-jitsu? Ben, complètement, karaté? complètement. Puis je trouve qu'on s'est fait, on s'est beaucoup fait, excusez-moi l'expression, on s'est fait éteindre beaucoup. Je pense qu'on a enlevé le rêve à plusieurs jeunes de se lancer dans des carrières de kickboxing amateur parce que c'était pas fédéré ou c'était pas assez encadré. Là, on a une fédération de kickboxing ici au Québec. On recommence à avoir de plus en plus de galas. J'adore ta manière de penser, Younes. J'adore ta vision, ton état d'esprit. J'adore ta manière, comment tu l'expliques. Je pense qu'on a besoin de promoteurs comme ça. Je pense qu'on a besoin de gens qui passent le message de cette manière-là. Fait que étant un promoteur comme ça, étant un jeune promoteur de 25 ans qui souhaite te développer là-dedans, qu'est-ce qui ferait en sorte comment les gens pourraient aider? Qu'est-ce qui ferait en sorte que ça t'aiderait à te développer en tant que promoteur? Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les gens, pour aider à développer le kickboxing? Alors, simplement d'être curieux, de donner une chance au kickboxing. Ce qui est ironique, c'est que le kickboxing est un des sports de combat les plus vieux, mais nous, on l'approche comme étant un sport nouveau dans les yeux des fans, parce que si je demande à quelqu'un dans la rue est-ce que tu connais le kickboxing, il va me dire oui. Par contre, est-ce qu'il est au courant de l'état du kickboxing aujourd'hui, de ce qui se passe aujourd'hui avec le kickboxing? Non. Et donc, en fait, c'est ça, on essaie de le ramener comme un nouveau sport. Donc, d'être curieux, de venir regarder, parce que en toute confiance en moi-même, mon équipe et à nos combattants qu'on ramène bien évidemment du Québec, mais à travers le pays et même à l'international, j'ai confiance qu'une fois que n'importe qui est curieux et de bonne volonté vient assister à nos galas, sa perception va complètement changer. Je le dis avec confiance. Et donc, c'est simplement de donner une chance au kickboxing, simplement.
Avant de te laisser partir, et le message est lancé, puis c'est un bon... Effectivement, la curiosité, puis essayer de découvrir de nouveaux sports. Juste avant de te laisser partir, parce que là, moi, ça me fascine, et tu dis que tu as toujours été plus... Tu sais, oui, tu es un passionné du sport, mais les stratégies en arrière, on voit que c'est ça qui t'allume vraiment. Si je te dis Jake Paul, Dana White, Camille Estefan, Eddie Hearn en boxe, qui dans ces personnes-là, selon toi, est le meilleur promoteur? Est-ce que tu as des modèles? Puis est-ce que tu sens que justement un Jake Paul qui arrive qui a un peu bouleversé le monde de la boxe, c'est quelque chose, c'est quelqu'un que tu pourrais peut-être, sans copier, mais suivre un peu ses traces? Alors, oui, absolument. Je dirais que chaque promoteur que vous avez cité sont très bons et ont tous leur manière de promouvoir. Par exemple, Jake Paul avec son personal branding, Dana White avec son immense savoir-faire, etc. Donc, chacun a ses méthodes et je m'inspire de chacun d'entre eux. Mhm. Après, évidemment, je pense me relier un peu plus à Dana White de par son histoire qui commence de très bas et qui arrive très haut et aussi, encore une fois, l'amour du sport que j'ai en moi. Je pense que je le vois surtout chez cet homme. Ben, aïe, aïe, honnêtement, c'est inspirant, Younes. Je le répète, 25 ans. Tu veux amener ça où, FTC? Dans tes rêves les plus fous, qu'est-ce qui se passe dans les prochaines années? Dans les prochaines années, on verra FTC au Centre Bell de Montréal. Ça, j'en suis sûr et certain. Ça commence, en tout cas. Ben, ça commence pas, mais ça se poursuit Ouais. cette fin de semaine. Younes, as-tu des gens à remercier? Y a-tu des gens qui sont... Bonne question. Parce qu'on le sait, dans le monde des arts martiaux mixtes, dans le monde du kickboxing, c'est difficile de rentrer, de s'intégrer, de se faire un nom, de se faire une place, d'être crédible, tu sais, d'avoir une certaine notoriété. Est-ce que tu as des gens à remercier? Est-ce qu'il y a des gens qui ont été là pour t'aider, qui ont été là pour te supporter, t'épauler un petit peu? Bien sûr, évidemment, j'ai une équipe en or sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Je pense notamment à mon bras droit, Darren, à mon ami Saïd, à mes parents. Je pense à Jérémy Robin, qui a été aussi un mentor pour moi, à Dave Morin, qui m'a accompagné, le président de la Fédération de kickboxing du Québec, qui a fait en sorte que le kickboxing amateur puisse être pratiqué ici chez nous. Mes partenaires, Spark Energy et Middleman, qui m'ont supporté depuis le début. J'en ai plein d'autres à remercier, mais ces gens-là en particulier, je tenais à le dire. Beau travail, Younes. Très bel job. Effectivement, et le rendez-vous est lancé, en fait. L'invitation est lancée. Fight Time Championship 10, le 3 octobre prochain, au Théâtre Saint-Denis. Il y a conférence de presse la semaine prochaine. On va essayer d'aller couvrir ça. Je vais essayer d'y aller. On va en reparler, bien sûr, au podcast et mettre la table pour ton événement. Younes Chatti, merci énormément d'être venu au SOS Podcast. C'est la meilleure des chances pour la suite avec ton organisation. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. À bientôt. Merci. À bientôt. Ça donne le goût d'y aller, honnêtement. Ouais, et là, toi, honnêtement. t'as pas un gars qui va être sur sa carte? Pas cette fois-ci. Puis c'est drôle parce que je vais en parler un petit peu rapidement. Là, moi, ce que j'ai amené sur la carte du kickboxing à FTC, c'est un champion canadien de karaté. OK. Fait que c'est un champion canadien de karaté qui a fait l'équipe canadienne, qui s'est promené partout dans le monde, qui a un style assez différent. On le sait, le karaté, c'est beaucoup les kicks à la tête. Les points, c'est plus touch, plus au corps. Mhm. Donc, c'est un style vraiment différent. Donc, il a très bien fait. On a perdu le combat par décision. Décision partagée, un combat très serré. Mais ça démontre à quel point tous les arts mélangés ensemble peuvent donner des combats plus serrés qu'on pense. Donc, ça avait beau être un champion canadien de karaté, il y a eu plus de difficultés à s'ajuster dans un combat de kickboxing où est-ce qu'il y avait vraiment des coups portés à la tête. Là. Est-ce que ça lui donne le goût de persévérer quand même? Oui. Je suis certain qu'on va le revoir dans un autre gala. Puis FTC, là, c'est vraiment une très, très belle organisation, très, très bien organisée, puis un beau spectacle derrière ça. Là. Donc, voilà, pour les curieux, je suis pas mal sûr qu'il reste des billets. Allez voir ça, FTC 10. Je le répète, c'est le 3 octobre prochain. Il a dit que Dana White, c'était un gars qui était un de ses modèles, en fait. Là. Dana White a amené, et il a raison, là, avec les frères Fertitta, a vraiment amené l'UFC ailleurs. Ça vaut des milliards de dollars aujourd'hui. On a vu qu'est-ce qu'il a fait avec Canelo contre Crawford. Honnêtement, qu'on aime ou pas le personnage, ce gars-là a réussi à monter un empire incroyable et je pense que c'est un bon modèle à avoir. Et il amène son show, il amène l'UFC du côté de l'Australie cette fin de semaine à Perth. 20h sur les ondes de TVA Sport 2. On va vous présenter ce gars-là dans son intégralité.
20h, notre heure samedi soir, ça veut dire que les gars vont se battre dimanche en Australie. Ah oui, Ouais, un gros décalage horaire. Un énorme décalage horaire, effectivement. Donc, dimanche, ça va commencer dimanche en après-midi. Wow. Le main event va être en début de soirée. Main event, Carlos Ulberg contre Dominique Reyes. Honnêtement, si tu m'avais dit Dominique Reyes en main event, tu m'avais dit ça il y a 6 mois ou à peu près, je t'aurais dit t'es malade ou ils sont vraiment mal pris. Là. À quel point mon opinion de Dominique Reyes a changé dans les derniers mois, c'est fascinant. Là. Avec ce qu'il est en train de faire, une véritable renaissance. C'est une renaissance de Reyes, mais il ne faut pas oublier qu'il était sur tellement pas une bonne lancée. Il était sur 4 défaites consécutives, pardon. On voyait la fin pour Dominique Reyes. Honnêtement, on pensait qu'il Depuis sa défaite contre John Jones, on s'est dit le train a complètement déraillé. Et là, il est sur 3 grosses victoires, mais 3 finishes aussi. Puis, c'était des gros noms. Jacoby, Smith, sa dernière victoire contre Krylov. Krylov à Miami. Très impressionnant. Krylov qui est un gros nom. Donc, Reyes semble être de retour, mais affronte un très, très gros test à la maison. Ça ne sera pas donné. Là. Exact. Ben, à la maison, entre guillemets, on s'attend à ce que la foule soit de son côté. Il est néo-zélandais. Okay. Carlos Ulberg, bien sûr, le gars-là est en Australie. C'est sûr que c'est plus proche la Nouvelle-Zélande de l'Australie que les États-Unis et la Californie pour Reyes. Donc, on verra comment la foule va réagir. Il y a énormément d'Australiens sur cette carte-là aussi. On va en parler un peu plus tard. Mais Ulberg, tu l'as dit, là. 8 victoires consécutives, une des plus longues séquences. Je pense que c'est seulement... En fait, je pense que c'est la plus longue séquence de la division des 205 livres en ce moment, parce qu'Ankalaev n'a jamais perdu à 205 livres, mais il y a un combat nul là-dedans là, contre Prohachka. Donc, il a la plus longue séquence, Ulberg, une ascension constante depuis ses débuts. Ça fait 4 ans et demi qu'il est dans l'organisation. C'est un gars qui est capable d'être très spectaculaire. Il y a des KO vraiment rapides. Une grosse force de frappe. Une grosse force de frappe. C'est tout un athlète. Oui. On parlait de kickboxing avec Younes. C'est un gars qui a un gros bagage de kickboxing aussi. Est-ce que tu le considères comme vraiment un prétendant, Carlos Ulberg, à ce stade-ci de sa carrière, après 4 ans et demi dans l'UFC, ce que tu as vu de lui? Je le trouve encore un petit peu jeune dans sa carrière, malgré que ça fait 4 ans qu'il est là. Il a perdu son premier combat. Ça, je trouve ça intéressant. Tu perds ton premier combat, tu réussis à te relever, tu gagnes 8 combats consécutifs. Là, il est sur une très belle lancée, partenaire d'Adesanya. Mais c'est un combattant qui est spectaculaire. C'est un combattant qui est moins technique qu'Adesanya. On ne peut pas le comparer à la même classe, selon moi. Non. C'est vraiment plus un gars qui est très athlétique, comme tu l'as mentionné, qui a une grosse force de frappe, doit bien défendre les abdos au sol, mais c'est plus un gars qui va faire du kickboxing. Je pense que c'est un bon test pour lui. Je pense que c'est un bon test pour lui de savoir est-ce qu'on va peut-être le voir éventuellement dans le top 10, dans le top 5, ou ça va rester un combattant du top 10. Là, parce que, bon, tu l'as dit, protégé d'Israël Adesanya, donc il avait aidé Adesanya souvent à se préparer à ses combats de championnat. Donc là, c'est son premier combat de 5 rounds. Je lui ai parlé cette semaine à Ulberg. Il dit, c'est sûr que à l'entraînement, j'ai souvent fait des 5 rounds en étant avec Adesanya dans le gym à l'époque. Mais quand même, il y a des ajustements à faire. Il va y avoir des ajustements à faire dans le combat de cette fin de semaine. Première fois, 25 minutes. Première fois en main event aussi. Donc, tout ça, c'est nouveau pour lui. Je lui ai parlé justement de son ascension et du fait qu'il a, selon lui, amélioré beaucoup d'aspects depuis qu'il est arrivé à l'UFC. Il était très bon en kickboxing, mais un peu néophyte dans d'autres aspects. Oui, c'est amélioré, mais les arts martiaux mixtes évoluent tout le temps, et lui aussi. On va écouter Carlos Ulberg. I've worked my whole game, yeah, for sure. Since I first started and ever since then, I like to learn on the job, and I think that's what I really love about it is understanding that there is so much to learn and continue to learn. And I said that the game is quickly evolving, so you have to stay on your feet, right? So trying to adapt where I can, and also just be better at what I am good at as well. Mm-hmm. So I don't want to go there and change up my whole game. But if it comes, it comes, and I'm ready for anything. Oui, parce que ça reste un jeune combattant, là. 34 ans seulement. C'est ça, il n'est pas si jeune en termes d'âge, mais pas énormément d'expérience si non plus, en termes de combattant, c'est ça. Ce que je voulais dire en termes de jeunesse, c'est surtout qu'il est sur 8 victoires consécutives. Il semble pas être très hypothéqué. Il semble pas avoir subi de gros KO. On semble très lucide en tant que combattant. Selon moi, il est vraiment au sommet de ses performances en ce moment. Dernière grosse victoire contre Blachowicz, Ozdemir juste avant ça. C'est des victoires quand même assez convaincantes. C'est des grosses victoires. Donc,
selon moi, avec une victoire contre Reyes, va vraiment solidifier son approche du top 5, selon moi. Ben, il est déjà troisième, en fait. Ah, il est classé Il troisième. est déjà troisième avec cette séquence de 8 victoires, tu l'as dit. C'est parce que sa victoire contre Blachowicz était un petit peu controversée. C'était pas un combat ultra spectaculaire parce qu'il avait été très prudent. Je lui en ai parlé un petit peu. Il a dit, tu sais, oui, j'ai été prudent. Tu sais, ça a été beaucoup de coups de pied dans les jambes, rester à distance, tout ça. Il dit, mais l'important, c'est d'aller chercher la victoire. Parce que, tu sais, ça sert à quoi de me mettre en danger contre Blachowicz qui frappe tellement fort. La puissance polonaise, là, je veux dire. Le polish power là, de Blachowicz, on l'a vu. Puis il a raison. Pourquoi aller se mettre en danger puis donner un spectacle quand t'es plus athlétique, t'es plus rapide, t'as un meilleur jeu de pied. Il a utilisé cette stratégie-là, ça a payé, il a gagné son combat. Il pense qu'avec une victoire contre Reyes cette semaine, il en a avec 9 victoires de suite. Ouais, c'est sûr qu'il s'approche d'un combat de championnat. Là. Du côté de Reyes, on a parlé un petit peu de sa renaissance, mais juste pour vous mettre en perspective tout ça, là, c'est ça. 4 défaites de suite après sa défaite contre John Jones. On pensait qu'il était fini, moi le premier. Il a été sur la touche pendant 1 an et demi en raison d'une grave condition. Il a eu une thrombose veineuse profonde. Okay? Ça, c'est d'un gros caillot de sang qui s'est formé dans une artère de sa jambe. Et évidemment, il y a un danger que ce caillot-là ou des morceaux se détachent et aillent dans les veines, bloquer des veines importantes et tout ça. Et tu peux mourir. Là. Il m'a dit en entrevue, il dit le médecin me dit, tu sais, oui, on se donne des médicaments, on tente d'éclaircir le sang et tout ça, mais on peut pas aller vraiment retirer le caillot là, au complet. Donc, il dit, c'est un peu comme une loterie. Là. Il dit, si tu te réveilles le lendemain matin, c'est parce que tu as été chanceux cette nuit. Wow. Le caillot s'est pas détaché. Puis chaque jour est un cadeau, dans son cas, jusqu'à temps que les médicaments fassent effet et qu'on réussisse à régler la situation. Donc, il s'en est sorti. Il est de retour avec une attitude complètement nouvelle. Et c'est depuis qu'il a été sur la touche pendant 1 an et demi. C'est à son retour après qu'il a commencé à gagner et des victoires spectaculaires. Des KO au premier round, des grosses victoires. Là. Et vous allez l'entendre. C'est vraiment... Tu sais, avant, sur sa séquence de défaites, c'est pas qu'il voulait plus être combattant. C'est juste qu'il avait plus la motivation, puis il y avait la frustration, puis il allait de reculons s'entraîner, puis il n'y a rien qui fonctionnait. En ayant changé complètement son attitude et en se disant « Wow, je suis chanceux de vivre de ma passion et de vivre de mon sport. Et dorénavant, je ne prends plus rien pour acquis. » Ça a changé ça d'un bout à l'autre et il a retrouvé le succès. Donc, on va écouter Dominique Reyes là-dessus. The power of gratitude and love is unmatched, man. There's things you can't measure, and that's one of those things. I just feel so grateful, man, to be here and to train and fight and have my team with me. And, you know, it's like one day, maybe soon, maybe later, I won't have this. You know, all this will be gone. And I'm just relishing in it as it's here, you know, and enjoying every moment. And I'm just living the dream, man. I'm living my dream right now, and couldn't be any better right now. Donc, c'est sûr que quand tu frôles la mort, ça t'amène une autre perspective sur la vie, hein? Oui, puis tu sais, je veux dire, il y a eu une belle carrière. Dominique Reyes a vraiment eu des beaux moments. Tout le monde pensait que c'était... Tout le monde considère qu'il... la plupart des gens considèrent qu'il a gagné contre John Jones. Oui, encore maintenant, on considère qu'il a gagné contre John Jones. Donc, ayant eu un moment aussi difficile, là, il remonte la pente. C'est tout à son avantage, c'est tout à son honneur. Puis en ce moment, il a tout à gagner, selon moi. 100%. Donc, profite pleinement de cette vie-là. Puis comme il l'a mentionné, il dit « Je le vis, mon rêve, en ce moment. » Donc, tant mieux pour lui s'il est en mesure de le réaliser. Là. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce gars-là, il était invaincu avant d'affronter John Jones. Et là, plusieurs pensent qu'il a gagné. Donc, ce gars-là est un énorme talent. Ouais. Et ça disparaît pas. Et ça prouve à quel point il y a une grosse partie de ce sport-là qui est psychologique. Oui. La chaîne a débarqué. Il n'a pas perdu son talent du jour au lendemain. Là. Non. Il est moins motivé, frustré. Ça fait que les performances ne sont pas là. Un peu moins de motivation pour l'entraînement. Tu pars sur une grosse séquence de défaites et après ça, tu reviens avec une nouvelle mentalité puis tu es un homme nouveau. Je veux dire, c'est fascinant. Là. Une certaine renaissance. Puis c'est tellement plusieurs facteurs qui font en sorte que tu arrives à ton combat confiant ou non. Moindrement que tu doutes un petit peu mentalement si tu n'es pas prêt, malheureusement. C'est un sport qui
qui pardonne pas. Là. Hulberg est favori, il est mieux classé. Mais honnêtement, moi, je gagerais pas contre Reyes en fin de semaine. Reyes a beaucoup d'expérience, a déjà fait 5 Puis rounds. comme tu l'as dit, il n'y a rien à perdre, en plus. Exactement. Et en plus, le championnat de cette division-là est en jeu la semaine suivante, le 4 octobre, Oui. à l'UFC 320, Ankalaev contre Pereira. Donc, le gagnant en fin de semaine pourrait avoir des arguments de poids, dépendamment de comment ça se termine, comment ça se passe et tout ça, pour, après ça, être le prochain en liste pour Ankalaev-Pereira. Le gagnant de ce combat-là, donc à suivre. Donc, la carte dans son intégralité, pas d'énormes noms. Honnêtement, on a vraiment fait un gala pour la foule locale cette fin de semaine. Il y a 14 combats quand même. La très grande majorité des Australiens dans les combats. La demi-finale, malheureusement, a été annulée. Ça, c'est un combat comme sur papier qui était spectaculaire parce que c'était Junior Tafa contre Ivo Aslan. Ratio de KO de 100%. On se disait au moins on va avoir un gros KO en demi-finale, mais ça a été annulé parce que Junior Tafa a abandonné. La nouvelle demi-finale, Jimmy Crute contre Ivan Erslan Crute, le vétéran australien. Il avait 29 ans, mais un vétéran. Vétéran, mais Jimmy Crute, on s'ennuie jamais. Honnêtement, on s'ennuie jamais. À chaque fois qu'on le voit, on se demande encore... on se demande encore comment ça, il est encore là, parce qu'il y a toujours des gros combats, des combats sanglants. Quand on sait que Crute est sur la carte, généralement, tu t'ennuies pas avec ce combat-là. Là. Crute revient de sa première victoire en 5 ans. Il a mis fin à une vilaine séquence à sa dernière sortie. Donc, est-ce qu'il va être capable de poursuivre sur sa lancée? Erslan, lui, est 0-2 à l'UFC. C'est un gros cogneur quand même, 10 de ses 14 victoires par KO. Donc, il va vouloir aller chercher une première. Il joue peut-être son emploi, en fait, cette fin de semaine en demi-finale contre Jimmy Crute. Jake Matthews, l'Australien vétéran contre Neil Magny, ça, c'est un duel de bons vieux. Quand même intéressant. Ben, honnêtement, c'est ça. Tu t'ennuies pas avec deux bons vétérans qui donnent des spectacles comme ça à 170 livres. Navajo Sterling, ça, c'est un coéquipier, en fait, de Carlos Hulberg. Même équipe, City Kickboxing, contre Rodolfo Bellato, le Brésilien. Donc, deux gars qui sont... Honnêtement, c'est ça. C'est deux jeunes, dans la vingtaine encore. Deux spécialistes du combat debout. Deux spécialistes du combat debout, effectivement. Peut-être Bellato un peu plus... Complet, je dirais. Complet, parce 4 que... soumissions à sa fiche. C'est ça. Mais fiche de Sterling, 7-0. Fiche de Bellato, 12-2. Ouais. Donc, quand même, deux jeunes loups qui... Deux genoux qui débutent dans l'organisation, mais qui vont nous donner un spectacle très spectaculaire, d'après moi, un gros combat. Là. Et moi, j'aurai mon œil sur deux combats féminins en tout début de carte. Je trouve vraiment qu'on manque de respect envers ces 4 filles-là, en fait, de les avoir placées en tout début comme ça. Loma Lookboonmee, combattante thaïlandaise, vétérane, classée 14e à 115 livres quand même. Donc, sur la carte, il n'y a pas d'autres combattants classés. Elle est la seule qui est dans les classements et on la met en... C'est le premier combat de la carte. Elle affronte Alexia Tainara, qui est une Brésilienne, qui a envoyé Molly McCann à la retraite au mois de mars. Une grosse une fille ultra puissante. 6-0. Qui est 6-0 exactement. Non, en fait, Tainara est 12-1. Et 12-1, si je ne me trompe pas. Elle n'a jamais perdu. Elle a perdu une seule fois dans sa cage. Je vais aller juste vérifier. Ouais, et 12-1, OK. Donne-moi 2. C'est elle qui a envoyé Molly McCann à son dernier combat. Exactement. Excuse-moi, je vais parler dans le micro. C'était par soumission, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, c'était par soumission, mais elle avait violenté. Elle avait passé sur elle, je me souviens. Elle n'avait fait qu'une bouchée. Au premier round, si je me trompe pas. Là. C'était tôt dans le combat, effectivement. En partant elle le est 12-1, Alex. En tout cas, bref, tout ça pour dire que ce combat-là, et cette combattante-là, en tant que telle, honnêtement, ce qu'elle nous avait montré contre McCann, ça pique ma curiosité. Et Michelle Montague, qui est une néo-zélandaise, elle affronte la vétérane Luana Carolina. Montague fait ses débuts dans l'organisation de l'UFC. Fiche de 6 victoires, aucune défaite. 6 victoires par étranglement arrière. Wow. C'est vraiment sa spécialité. C'est toute une athlète. Okay. Et c'est une fille qui se battait à la PFL à 145 livres. Oh. Elle est 5-0 à PFL Bellator. Donc, pas dans n'importe quelle organisation. Oui, non, c'est des grosses organisations. C'est des grosses organisations. Et là, elle arrive à l'UFC à 135 livres. Donc, en plus, elle a réussi à faire le poids. Avantage au niveau de la force physique, probablement. Mais c'est vrai ce que tu dis. Avec les fiches de ces filles-là, 12-1, 5-0, 6-0, classé. Lookboonmee est 10-3. 10-3.
on les met en partant le show. On aurait clairement pu mettre un de ces combats-là en carte principale. Là. Certainement, là. Tu sais, Loma Lookboonmee a 4 victoires consécutives et elle a une fiche de 7-2 à l'UFC. C'est une des meilleures combattantes à 115 livres au monde. Écoute, Puis on la met en le premier combat de la soirée. lorsque tu as 6 combats et que tu as 6 victoires, 6 real naked choke, c'est impressionnant. C'est ça. Donc, Honnêtement, moi, je suis je suis d'accord avec Je suis toi. miti- Là-dessus, là, je suis vraiment d'accord. Je suis mitigé. Je trouve qu'on. Il y a peut-être une stratégie derrière tout ça de dire on va les mettre en partant. C'est tu sais, les gens vont se présenter plus tôt. En même temps, normalement, on essaie de les mettre plus tard sur la carte pour leur donner plus d'exposure. Bref, tout ça pour dire ne manquez pas le tout début de la carte si vous avez la chance. Parce que moi, c'est des combattantes qui piquent vraiment ma curiosité. On va passer aux actualités maintenant. Rumeurs, échos, coulisses, les plus récentes nouvelles. Le hype UFC. On a eu une mauvaise nouvelle au cours de la dernière semaine. On a appris que Rafael Fiziev devait déclarer forfait de son combat à l'UFC Rio contre Charles Oliveira. Donc ça, c'est décevant. Mais au moins, le plan B est quand même intéressant. Mateusz Gamrot qui a mis au défi Charles Oliveira, qui sera défi accepté et qui sera en finale. Ça, c'est un gala qui va avoir lieu le 11 octobre, donc c'est dans 2 semaines. Gamrot contre Charles Oliveira, ça te parle? Ça me parle certainement. Écoute, on veut tout le temps voir Charles Oliveira se battre. C'est un test un petit peu différent. Gamrot, c'est vraiment différent de Fiziev, selon moi. Fiziev, qui est un spécialiste du kickboxing, aussi bon avec ses mains qu'avec ses pieds. Gamrot, très complet. Mais si je ne me trompe pas, c'est sa lutte qui est dominante à Gamrot. Puis oui, on le sait que Oliveira a un bon jiu-jitsu brésilien. Par contre, la lutte de Gamrot, c'est une lutte qui travaille beaucoup au niveau des positions, des bonnes positions, du gros ground and pound. Beaucoup de scramble, pardon l'expression, mais ça veut dire que c'est toujours en mouvement, toujours en train de bouger. Oliveira, lui, aime ça quand on prend une position, qu'on bouge pas trop pour aller chercher une soumission. Donc, j'ai hâte de voir comment Oliveira va pouvoir s'ajouter. Chose sûre, c'est que c'est pas le même camp d'entraînement pour les deux combattants. Oliveira s'est entraîné pour Fiziev, là, ça va se battre contre Gamrot. La préparation n'est pas la même du tout. Oliveira est tellement bon avec ses soumissions, par contre, que si ça va au sol, même s'il est sur son dos... possible, oui. Si Gamrot le lutte et décide d'amener ça dans ce monde-là, il y a un énorme danger pour Gamrot de se faire passer une soumission par Oliveira. Ouais. Comment le Brésilien va-t-il rebondir après son KO percutant subi aux mains de Topuria également? Ça va être une grosse question qu'on va avoir. Je regarde la fiche de Gamrot, là. Il revient d'une victoire contre Ludovic Klein. Perdu une décision partagée contre Dan Hooker avant ça en août de l'an dernier. Je pense mais dans sa carrière, il a déjà battu Rafael Dos Anjos. Il a déjà battu Fiziev. Fiziev qui s'était blessé par contre dans le combat. Il a battu Arman Tsarukyan en 2022. Ah ouais. Dans un combat, je me rappelle, ce combat-là était beaucoup de lutte. intense. Ouais, je me souviens, c'était des deux côtés, c'était incroyable. Puis les deux, c'était un 5 rounds. C'était un main event et puis les deux avaient tout donné. Ça a vraiment été serré en faveur de Gamrot. Bref, honnêtement, c'est un bon... Comme plan B, on a vu pire. Oui, exactement. Il est toujours classé. Il est 25-3 dans sa carrière, classé de 8e à l'UFC. En fait, c'est qu'en ce moment, c'est une chance en or pour Gamrot. 100%. D'aller mettre Oliveira sur son CV, de monter Il rentrerait dans le top 5. Exactement. Donc, tu sais, pour lui, c'est une opportunité grandiose. Est-ce qu'il était en forme physique? Est-ce que 2 semaines, on va voir parce qu'il a quand même accepté le combat à 2 semaines. Mais bon, une chose est sûre, on est content d'avoir un remplaçant. Exactement. Donc, cette carte-là, 11 octobre prochain, Gamrot contre Charles Oliveira. Pourquoi ne pas parler encore de l'UFC Maison-Blanche? Honnêtement, c'est comme une éclipse médiatique parce que depuis qu'on a annoncé qu'on voulait faire cet immense événement-là, des gens dont on n'avait pas entendu parler depuis longtemps, sortent un petit peu des buissons et disent « Hey, j'existe. » Puis honnêtement, là, je me demande à ce stade-ci, est-ce qu'on est en 2025 ou on est en 2015? Parce qu'on a parlé de Conor McGregor, là, ça semble de plus en plus confirmé qu'il va affronter Chandler. Mais là, moi, j'ai entendu parler de quelque chose. Vas-y. Puis si ça a lieu, là, il faut que je sois à la Maison-Blanche pour voir ce combat-là. OK.
Parce que là, j'ai entendu parler, puis en plus, si j'ai la chance, je vais pouvoir bouger avec lui au Tristar Gym. On a le retour de Rory McDonald. Oui, c'est vrai. Rory McDonald. Contre Lawler. Qui est selon moi, Rory McDonald, qui est selon moi, après Georges Saint-Pierre, là, un des plus grands combattants que le Tristar a eu. Écoutez, le Canada. Oh, wow. Tellement talentueux, tellement élégant à voir combattre. Contre Lawler, ça pourrait être beau, ça. Parce que les deux se sont battus 2 fois seulement. Lawler a remporté les deux. Oui, 2 fois seulement. C'est bien en masse parce que si vous avez jamais vu ces combats-là, allez voir. Le deuxième était sanglant. Mais vois-tu ça, toi? Lawler, McDonald, mais encore une fois, pourquoi? Ouais. Pardon, oui. Mais pourquoi pas? Pourquoi? Mais, tu sais, je veux dire, les deux, ça finaliserait un petit peu, mais non. Lawler a finalisé la boucle avec le deuxième combat, là, tu sais. C'est ça. Mais psychologiquement, est-ce que Rory veut y retourner là? C'est ça. Rory ne voulait plus rien savoir mais Rory s'est même pas présenté à sa... Parce que ce combat-là a été intronisé au Panthéon, au Temple de la renommée de la UFC. Rory s'est pas présenté. Il dit, moi, je veux plus rien savoir des arts martiaux mixtes. Il est passé complètement à autre chose. Là, clairement, il est revenu s'entraîner, tout ça. Ouais. Ça commence à revenir, mais à la fin, et on peut faire le parallèle avec Reyes, tu sais. C'était rendu une job pour lui, il gagnait sa vie avec ça. Il a fini à la PFL. Ça a vraiment pas été comme prévu. Il n'a pas eu les succès escomptés. Puis lui, c'est comme la porte est fermée après ça, puis je veux plus rien savoir, je passe à autre chose. Donc, c'est toute une question de motivation et de perspective, de comment tu le vois. Ouais, exactement. Parce que je pense qu'avec la bonne état d'esprit, la bonne vision, ça reste des athlètes de haut niveau. En ce moment, il est dans le gym, il a l'air très dominant, il a l'air très performant, il a l'air bien dans sa peau. On sait jamais. Puis là, il y a Ronda Rousey aussi, qui sort des boulamites, puis qui met des vidéos d'elle qui revient à s'entraîner en striking. Le retour des vétérans. Ben, c'est ça. Tu sais, on revient 10 ans en arrière avec tous ces noms-là. Ça va vendre. Ça va vendre. C'est des méga vedettes. Rousey et Conor McGregor, c'est peut-être les 2 plus grandes vedettes de l'histoire de l'organisation. Ouais. Mais il y a une partie de moi qui dit pourquoi pas mettre de l'avant les vedettes qu'on a actuellement. On a tellement de difficultés à avoir des vedettes présentement, à en bâtir, à retrouver cette gloire-là d'il y a 10 ans, en les mettant sur une carte comme la Maison-Blanche, où il va y avoir des millions et des millions de personnes, beaucoup plus de gens qu'habituellement qui vont regarder juste par curiosité. Ça serait une opportunité en or de bâtir et de mettre de l'avant des nouvelles vedettes. Puis là, si on revient avec des vieux de la vieille, je questionne la stratégie. Puis encore une fois, il n'y a rien de signé, il n'y a rien de fait. On est dans les rumeurs présentement, mais c'est particulier ce qu'on voit ressortir présentement. Je suis d'accord, c'est vrai. Puis je pense que ça nous ramène dans le temps, ça nous fait rêver un petit peu, mais pourquoi pas mettre de l'avant nos vedettes puis nos jeunes talents? Je suis complètement d'accord avec toi. On a encore énormément de temps pour en parler parce que c'est prévu pour la fin juin 2026, donc faites-vous-en pas. Ce dossier est loin d'être clos, mesdames, messieurs. Yohan Lennes, merci énormément, mon ami. Yes, merci à toi, Younes. Merci à Younes qui était là en début d'émission. Je vous le rappelle, TFC Time, Fight Time Championship, FTC 10, 3 octobre prochain au Théâtre Saint-Denis. Merci à Philippe en régie qui a été là pour nous encore une fois cette semaine. Je m'appelle Ben Baudouin. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes où vous écoutez vos podcasts, sur Cube Radio également, version vidéo sur tvasport.ca et sur la chaîne YouTube de TVA Sport. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode du SOS Podcast, tout le monde. Ciao! SOS Podcast!